Plongez dans le milieu du bois et des forêts avec le podcast Au cœur des forêts du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Le massif de la Forêt d'Orient se situe en Champagne humide. Les sols y sont argileux et imperméables. La Forêt d'Orient est une forêt de plaine avec très peu de relief. On y observe ainsi beaucoup de sols gorgés d'eau de façon permanente ou temporaire, mais aussi des sols plutôt acides et lessivés. Globalement, les sols de la Forêt d'Orient sont peu portants et sensibles au tassement, car ils sont souvent détrempés. Cet épisode est dédié à la découverte de ces sols et à leurs propriétés très favorables pour la croissance des essences forestières. Les sols les plus humides vont favoriser un certain nombre d'essences, comme le chêne pédonculé, le frêne, et même dans certains cas, sur les sols très humides, des aulnes ou des trembles. Je m'appelle Sylvain Godin, je suis ingénieur forestier et je travaille au Centre national de la propriété forestière. Les sols humides de la Forêt d'Orient, ils sont surtout humides l'hiver, mais très souvent secs l'été. Et donc ça fait une contrainte pour beaucoup d'essences, parce qu'il y a trop d'eau au moment où on n'en a pas besoin, et au contraire, l'été, quand les arbres ont besoin d'eau, il n'y en a pas assez. Donc ça, c'est on va dire une contrainte majeure de la Forêt d'Orient. Ça veut dire qu'on fait un découpage dans quelque chose qui varie de manière progressive. La Forêt d'Orient et la région Champagne humide comptent près de 70 stations forestières. Elles sont regroupées en une vingtaine d'unités différentes. On peut dire que les stations forestières sont un continuum écologique. Une station forestière, c'est un ensemble qui regroupe à la fois le sol, mais également la végétation spontanée du sous-bois, et ainsi que le climat. Donc on agglomère tout ça pour définir les potentialités de croissance des essences et quelles essences peuvent être présentes. En gros, on va parler par exemple d'une station forestière sur sol profond dans un fond de vallon bien alimenté en eau, ou au contraire d'une station forestière sur un haut de versant, sableuse avec une faible réserve en eau. Pour connaître ce qu'il y a dans le sol, il faut creuser d'une manière ou d'une autre, sinon on ne le voit pas. Donc la première solution, quand on fait une étude approfondie des stations forestières, c'est de creuser des fosses pédologiques. C'est tout simplement un trou qu'on va faire dans la terre, jusqu'à temps qu'on ne puisse plus creuser. Donc on le fait soit manuellement, ce qui est un petit peu long, soit mécaniquement. Et on va ainsi décrire les différents horizons du sol, voir quel est l'enracinement, voir s'il y a des cailloux, quelle est la texture du sol, est-ce qu'il y a du sable, est-ce qu'il y a des limons, à quelle profondeur va apparaître la couche argileuse. Ça, c'est pour une étude approfondie. En revanche, quand on veut faire une cartographie, on a besoin de faire beaucoup de relevés. Comme ici en Forêt d'Orient, on a des sols très peu caillouteux, on peut travailler avec une tarière pédologique. C'est un outil qui permet de prélever des tranches de sol d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur. On reconstruit ainsi le profil et on peut voir également la texture des sols, c'est-à-dire la présence de sable, de limon, d'argile, mais également si on a des taches de rouille ou de décoloration qui traduisent un engorgement temporaire du sol. On travaille essentiellement avec des catalogues ou des guides de station. Ces outils sont construits à partir d'un échantillonnage de plusieurs centaines de relevés. On va étudier le sol, la végétation, les essences présentes et on regroupe ensuite les stations qui se ressemblent de manière à faire des types de stations. Et ensuite, cet ouvrage peut être utilisé par les praticiens forestiers avec des clés où on leur pose des questions sur le sol, sur la topographie, sur la végétation pour qu'ils arrivent à la bonne unité stationnelle. Une fois celle-ci déterminée, on a la liste des essences qui peuvent pousser sur la station que l'on vient décrire. Il y en a beaucoup, ce sont essentiellement des sols de plateau avec un engorgement, c'est-à-dire une humidité excessive dans le sol à une profondeur voisine de 50-60 cm. Et souvent, ce sont des limons qui reposent sur un plancher, sur une zone argileuse. Les sols de la Forêt d'Orient sont majoritairement des sols engorgés et donc contraignants, en particulier pour l'agriculture. En revanche, pour la forêt, on a la possibilité, grâce à certaines essences comme les chênes, cécile, pédonculé, et également le tilleul ou les trembles, d'avoir des essences bien adaptées à ces sols qui donnent une bonne production forestière. La station forestière, c'est fondamental pour les forestiers. Ça se détermine notamment dans le cadre des documents de gestion. Lorsqu'on va planifier ce qu'on fait sur une forêt
pour les 10, 20, 30 années à venir, dans le cadre d'un aménagement de forêt publique ou d'un plan simple de gestion en forêt privée. On va regarder globalement les stations forestières pour savoir vers quelles essences s'orienter, en particulier dans le cadre du changement climatique où ce qui se produisait jusqu'à maintenant ne sera plus forcément d'actualité dans le futur et on va être obligé de regarder encore plus précisément les stations forestières pour trouver les bonnes essences à l'heure actuelle, mais également pour le futur. Ensuite, on regarde également les stations forestières dans des étapes cruciales comme le reboisement, où là, à l'échelle précise d'une parcelle, on va analyser les sols de manière plus fine, de façon à bien choisir les bonnes essences au bon endroit et à reboiser avec les essences qui conviendront. La Champagne humide est vraiment une des régions naturelles les plus contraignantes en termes d'exploitation forestière. Donc on doit cloisonner les forêts, c'est-à-dire faire des chemins de passage réservés aux engins forestiers et surtout n'intervenir que lorsque les sols sont suffisamment secs, ce qui est quand même très compliqué dans nos régions. Le chêne, particulièrement le chêne sessile et le chêne pédonculé, est l'essence que l'on croise le plus en forêt d'Orient. Il est réputé pour sa grande qualité de bois. Le chêne a un intérêt économique indéniable, mais pas que, il constitue une essence intéressante pour la biodiversité. Le chêne est présent en forêt d'Orient depuis très longtemps. C'est un matériau de construction très convoité. Le chêne sessile et le chêne pédonculé sont différents l'un de l'autre. Le chêne sessile et le chêne pédonculé sont différents par rapport à leurs écorces. L'écorce du chêne sessile est beaucoup plus fine. La feuille du chêne sessile est beaucoup plus lobée. Et il n'y a pas de pédoncule au niveau du gland. Et puis la structure au niveau du houppier est totalement différente. Je m'appelle Annick Genet, je suis technicienne forestière à l'Office national des forêts depuis 23 ans. Je m'occupe de la surveillance de tout ce qui a trait ou lié à la forêt qui relève du régime forestier. Donc ça veut dire les coupes, la chasse et les travaux. Mon rôle est d'être le garde de la forêt, entre guillemets, par rapport à la surveillance de tout ce qui se passe au niveau de la forêt relevant du régime forestier. Nous sommes aussi des agents assermentés, donc par rapport à la police de l'environnement. En forêt d'Orient, le charme accompagne le chêne. On n'y retrouve que peu de gros bois de charme. Le charme est typiquement une essence accompagnatrice dans les pratiques forestières actuelles. On considère que c'est une essence accompagnatrice, c'est-à-dire qu'il est en rôle d'éducateur, entre autres, accompagnant par rapport à l'éducation. Donc l'éducation, c'est le port de l'arbre qui va s'élaguer de façon naturelle pour avoir une crume, donc un tronc plutôt lisse. Les essences peuvent être accompagnatrices, sauf le hêtre qui est un grand concurrent par rapport au chêne, puisque c'est celui qui se fait le moins manger par des animaux, donc il sera le plus principal concurrent du chêne. Il va être celui qui s'installera en premier, qui, s'il y a entre le chêne et le hêtre une présence et qu'il y a du gibier, il y aura cette problématique que le hêtre va prendre le dessus sur le chêne. La forêt d'Orient abrite des hêtres. Le hêtre est une essence qui abrite un grand nombre d'espèces, dont les insectes, les mammifères ou encore les mousses. Les caractéristiques du hêtre au stade juvénile, il a peu besoin de lumière. En revanche, c'est le contraire à l'état adulte. C'est l'inverse pour le chêne. Les fruits et les jeunes pousses sont peu appétantes, puisqu'elles sont beaucoup plus, entre guillemets, ligneuses. Le pic noir est un féodé au hêtre, ainsi que d'autres animaux, qui deviennent des locataires après le passage de ce dernier, une fois qu'il a fait sa loge. C'est le cas des chauves-souris, comme la noctule commune ou de l'Eisler, du murin de Bechstein, de la chouette hulotte, de la martre des pins, de l'écureuil roux ou encore des colonies d'abeilles. Les conditions favorables du hêtre sont qu'il est beaucoup moins consommé par le gibier. Pour le changement climatique, la baisse en réserve utile, donc c'est l'eau qui est stockée dans le sol, il aura tendance à dépérir, même si le sol est riche, car il manque d'eau, il a besoin d'une certaine pluviométrie annuelle. La croissance du hêtre au jeune stade demande peu de lumière, donc il va plus ou moins éradiquer la croissance des petits semis de chêne. C'est pour ça qu'il y a besoin de travaux par les ouvriers forestiers pour limiter ou ralentir cette croissance et essayer d'équilibrer cette dynamique différente. On a eu différentes tempêtes depuis 2013 dans le secteur.
La structure, les fibres du hêtre ont été fragilisées et c'est aussi une des conséquences qu'on a des hêtres qui dépérissent en plus du fait qu'il manque de l'eau. Ils ont eu des conséquences climatiques de vent, de tornades, de grêle qui font qu'ils ont beaucoup eu de soucis, entre autres sur le secteur du Barrois. Le tilleul à petites feuilles est fort présent en forêt d'Orient. C'est l'essence de feuillus précieux la plus importante du territoire. Le tilleul à petites feuilles il est présent tout simplement parce que ça fait partie de l'histoire locale puisqu'il a été valorisé par rapport à la fabrication de cordes. Il y a aussi l'effet que ces fruits ils sont très volatiles, ils se multiplient assez facilement. On croise également sur les massifs du parc des peupliers forestiers, principalement des peupliers trembles et des peupliers grisards. Certains reliquats de peupliers blancs y sont aussi présents. Pour le reste, on y trouve des feuillus précieux. Ils sont non moins importants pour la biodiversité. Il y a un peu de résineux, du pin sylvestre et du pin noir, du douglas, du mélèze et de l'épicéa. Il y a eu des résineux avec le fonds forestier national. Il y a eu différentes problématiques avec la tempête de 2000 qui a fait que la grande majorité est tombée. D'autres ont dépéri avec les sécheresses depuis 2007. Donc c'est pour ça qu'il est un peu présent, mais pas tant que ça sur la Champagne humide. Il peut y avoir une petite pénurie de précieux à cause de cette idée par rapport le chêne, essence noble et les précieux ont été peu reconnus dans les années 70 à 80. C'est récent, ça que c'est considéré comme des feuillus précieux, dans le sens précieux rare et précieux, parce que ils ont des fruits qui sont comestibles et accessibles facilement pour les oiseaux de la forêt. La nature, elle aime bien la diversité. Plus on a de diversité, plus la forêt va avoir de facilité à être résiliente par rapport à ce qu'il y aura comme évolution et à se dire aussi qu'ils interagissent entre essences de façon invisible, puisque c'est sous terre que ça se fait principalement. On retrouve les bois précieux en marqueterie. Les ébénistes n'en sont plus autant friands qu'auparavant. Les habitudes et les demandes ont changé. Les gens changent plus facilement de meubles, donc c'est moins du meuble massif. Certaines essences dont nous avons parlé ici peuvent produire autre chose que du bois. C'est le cas du bouleau. Il peut produire de la sève qui est considérée comme diurétique au printemps. Il y a aussi le fait que les faines de hêtre peuvent être grillées puis mangées en apéritif. Le bouleau, il est présent principalement dans les forêts où le sol est peu riche et qu'il y a eu avant des résineux, vu que c'est un pionnier. L'essence pionnière, c'est l'essence qui va arriver quand le terrain sera nu et ce sera celle qui va créer en premier le milieu forestier, tout simplement parce qu'elle a des fruits, ou ils ont des fruits qui sont facilement transportables par les animaux, par l'eau ou par le vent. Pour mieux comprendre comment les gestionnaires forestiers font le choix de destiner un arbre à une production de charpente plutôt qu'à du bois de chauffage, il faut revenir sur les différentes catégories de bois. C'est d'abord de l'essence de l'arbre que dépend son utilisation, puis de la qualité des bois récoltés. Les coupes effectuées en forêt permettent de récolter des bois de différentes catégories. Le bois d'œuvre, qui est le bois à la plus forte valeur ajoutée, est destiné à la construction, l'ameublement, l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs. Le bois d'industrie est issu des petits arbres, des coupes d'éclaircies et de taillis. Ces bois sont généralement triturés pour fabriquer de la pâte à papier, des panneaux ou des matériaux combustibles. Quant au bois énergie, il se décline sous 3 formes, le bois bûche, le bois déchiqueté, que l'on appelle aussi plaquettes forestières, et les granulés de bois. Ces 3 catégories sont complémentaires. Elles permettent la valorisation de tous les types de bois. Comme dans tous les domaines, les petites structures ont disparu, le nombre de scieries a diminué sérieusement. Les grosses unités ont survécu, puis les autres disparaissent petit à petit. Je suis Jean-Pierre Bezin, je suis vice-président des communes forestières de l'Aube, après avoir été pendant une dizaine d'années président du SIGF des Baillis, qui gère la forêt dans laquelle nous nous trouvons actuellement. On a surtout des forêts de bois dur, de feuillus, et l'essence reine pour nous ici, c'est le chêne. Il y a bien d'autres arbres qui sont sciés, les précieux, l'alisier, le merisier, le sycomore, mais c'est marginal en volume. On peut dire que
Par obligation, les scieries sont spécialisées. Les chênes qu'il y a autour de nous, là, vont être destinés en grande partie au plot, parce qu'ils sont beaux, à la charpente, mais il y a aussi des billes de pied qui feront des mérins pour faire les tonneaux. Le pin sylvestre, moi j'ai pas d'exemple à vous donner parce qu'on en a vraiment très peu. Le peuplier sert au déroulage, tranchage pour faire du contreplaqué, de la caisserie. Le hêtre, bon oui c'est marginal, mais c'est un bois à valoriser, un bois qui a un beau grain, qui se travaille bien, qui peut faire du meuble et qui se prête aussi à être courbé à chaud. Il peut aussi être utilisé en extérieur après traitement, mais ce ne sont pas les essences essentielles. Nous, notre bois, c'est le chêne. C'est le chêne qui fait du parquet, qui fait de la charpente, qui fait du meuble. Les bois voyagent par nature. Alors je pense que ceux de la forêt d'Orient vont de moins en moins en Chine. Ça ne peut pas être dans le parc, ça ne peut pas être dans le département, c'est obligatoirement national. La deuxième transformation, c'est-à-dire les meubles et tout ça, ça peut être fait sur place, mais il y en a aussi beaucoup qui voyagent. Puisque nous sommes les communes forestières, on travaille au bénéfice des communes, de nos administrés. Si on peut créer des emplois sur place, c'est pain béni. Mais pour arriver à créer des emplois sur place et avoir de la belle forêt, il faut aussi faire de la belle sylviculture. Donc c'est obligatoirement lié. La gestion sylvicole, on n'est pas des professionnels. On bénéficie du régime forestier. On a des relations étroites et des conventions de partenariat avec l'Office des forêts qui nous apprend et qui nous guide, qui fait la commercialisation de nos bois. Et c'est essentiellement par l'Office des forêts qu'on fait de la sylviculture. On n'est ni des commerçants pour vendre le bois, ni des sylviculteurs pour le faire pousser. On est juste des intermédiaires. Vous l'aurez compris, la forêt d'Orient recèle, grâce à la typicité de ses sols, d'une grande variété d'arbres. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons de sa croissance et de son renouvellement. Nous vous expliquerons comment elle se régénère et s'entretient avec ou sans l'intervention de l'homme. Nous vous parlerons de l'impact du gibier sur la forêt. Vous venez d'écouter Au cœur des forêts, un podcast du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, produit en partenariat avec la région Grand Est.